Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va répondre à cette question: pourquoi tu es toujours en retard sur les opportunités? Et on va voir déjà dans un premier temps le problème qu'ont la plupart des gens. Alors, je vais vous parler de plusieurs anecdotes avant de commencer. Mais avant, donc une anecdote personnelle que j'ai en tête. J'en ai d'autres, mais j'en ai une qui m'est revenue là spontanément. Et j'en ai une autre qui va vous parler aussi. Ça concerne notamment Netflix. Et si je vous fais ce podcast, c'est peut-être parce que vous vous êtes déjà dit, si j'avais investi plus tôt, si j'avais lancé ce business, si j'avais acheté ce bien immobilier, avec des si, et en fait il est trop tard. Au moment où vous le faites, il est trop tard. Et donc, vous dites, et si, et oui, mais le et si, ça n'a pas fait avancer grand-chose, quoi. Et donc vous dites, ouais, pourquoi je suis tout le temps en retard, moi, sur les opportunités? Il y a des choses qui se passent et moi, je suis toujours en retard. Pourquoi? On va comprendre pourquoi et on va voir comment vous pouvez prendre l'avantage justement sur les autres et comment vous pouvez être... Alors attention avec le en avance, parce que être en avance, c'est aussi prendre des risques, parce que ça veut dire que vous êtes le premier et vous pouvez complètement vous louper. Parce que le marché n'est peut-être pas suffisamment mûr et il le sera plus tard. Mais ça, vous ne saurez pas. Oui, donc il faut être dans le timing, en fait. Il faut être au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Et c'est bien ça l'enjeu dans les opportunités, quand on fait du business ou quand on achète un bien immobilier. Vous savez, dans l'immobilier, il y a toujours des gens qui disent « Ah ouais, mais j'aurais investi il y a 10 ans, il y aurait... » Ah ouais, non mais en fait, l'immobilier, écoutez bien les agents immobiliers ou les anciens, ça fait plus de 50 ans, ça. D'accord? Plus de 50 ans qu'on nous dit « Ah, et si, et si ?» Non mais d'accord, mais en fait, l'immobilier, il augmente tout le temps, en fait, surtout dans les grandes villes. Même s'il y a des corrections, c'est comme ça, d'accord? C'est comme la bourse, donc en fait, un coup ça monte, un coup ça descend, donc il y a une ligne, un coup ça repasse en dessous, un coup ça repasse au-dessus, un coup ça repasse en dessous. C'est ça tout le temps, en fait. Ça se passe tout le temps comme ça. Donc c'est sûr que dans l'idéal, c'est d'acheter dans le bas, c'est évident. Mais vous le savez aussi, vous êtes incapable de timer le marché, et moi non plus. On ne sait pas le timer puisqu'on ne sait pas. Personne ne sait. Même s'il y a des gens qui vont vous dire si, ça, c'est pareil comme en bourse. Ayez cette vision lointaine, le plus loin possible. Pas sur la prochaine année, sur les 10 prochaines années, voire les 20 prochaines années. Donc, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Je pense que vous connaissez tous les détecteurs de radar. Vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Bon, maintenant il y a des applications, mais à l'époque on avait c'est un Coyote, voilà. Cherchez le nom Coyote. On avait un Coyote qu'on mettait dans sa voiture. Et en fait, ça permettait de détecter. Il y avait une petite lumière qui... Je me rappelle, j'en avais une petite lumière qui s'allumait. Je crois que ça clignotait. Enfin bref, il y a des trucs comme ça. Et puis, quand on rencontrait un radar, on appuyait sur un petit bouton et ça enregistrait la position du radar. Vous allez peut-être pas me croire. Peut-être vous allez dire, le gars, il est mégalo, il est mytho. Peut-être que vous avez pensé ça de moi. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, en mon âme et conscience, je sais que ce que j'explique, c'est du réel et c'est bien ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ça a été lancé, je ne sais plus dans quelle année, je dirais dans les années 2005, un truc comme ça. Un peu plus, 2008 peut-être, je ne sais plus. Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais quand ça a été lancé, le Coyote, eh bien, je dirais 1 an ou 1 an et demi avant, j'étais en Chine. J'étais sur un salon à Hong Kong et mon ex-associé pourrait témoigner, parce qu'il était avec moi. Et j'avais eu cette idée d'un petit boîtier. Et j'avais eu cette idée justement de détection du... Ça vous paraît complètement fou maintenant que je vous dis tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs, c'est tout le monde... voilà. Mais remonter 25 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Remonter, franchement. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit, il faudrait que je trouve un système avec une SIM qui serait prépayée, que je mettrais dedans, et quand en fait, ça enverrait un signal sur un serveur, et qu'automatiquement, il y aura un retour d'information pour dire, voilà, il y a un radar qui arrive, etc. Enfin, j'avais imaginé une triangularisation GSM, et qu'en gros, qu'on était dans la zone, en fait, on avait idée qu'il y avait peut-être un... Alors depuis, ça a été perfectionné, bien entendu. Aujourd'hui, on n'est plus un enfin, on est sur un autre niveau, puisque aujourd'hui, c'est connecté sur Internet, tout ça. Enfin, ça n'a plus rien à voir. On est bien d'accord. Mais à l'époque,
j'avais eu cette idée-là un an et demi avant. Et quand le truc il est sorti, je me suis dit, putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors le truc, c'est que je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que j'étais déjà dans un autre business, j'étais à fond dans le e-commerce, moi j'étais à fond, puis ça marchait super bien. C'est aussi que j'avais pas les compétences techniques, j'avais pas les contacts, ça nécessitait une grosse organisation, il fallait designer le produit, il fallait trouver un fournisseur, il fallait faire des bêta-tests, enfin c'était un truc de fou quoi. Et je pouvais pas. Je pouvais pas, j'étais tout seul. Tout seul à croire dans mon idée, tout seul. Et j'en avais parlé, je me rappelle, à quelques personnes. Bon, ils m'écoutaient, mais ils n'avaient pas forcément. Ça allait, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aurais eu le bon entourage. J'aurais été dans un business club. J'aurais été entouré de business angels, ou d'entrepreneurs, ou d'un technicien. Des gens vraiment compétents qui auraient cru en moi. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, je ne vous ferai pas ces podcasts-là. Je serais en train de faire autre chose parce que j'aurais très certainement, je ne sais pas si vous avez vu, mais Coyote, ça a été valorisé à je ne sais plus combien, ça a été revendu. Enfin, ça a fait un fric de dingue, quoi. Bon, bah voilà, c'est passé. J'en ai plein des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plusieurs. Mais là, c'était celui que je me suis rappelé et je vous promets que ça m'avait vachement perturbé à l'époque. Ça m'avait perturbé parce que je me suis dit, merde, bah, c'est quand même un truc que j'avais pensé aussi, quoi. Et quand j'y pensais, bah, je pense que les créateurs bossaient sur le projet déjà. Ils étaient déjà en bêta-test, alors que moi, j'y pensais seulement. Et il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux pour s'alimenter d'informations et tout ça. Je vous remets le contexte, hein. N'oubliez pas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, hein. Et tout le monde n'allait pas en Chine, tout le monde n'allait pas faire des salons, etc. etc. Il n'y avait pas AliExpress, il n'y avait pas tout ça, hein. Alors, je vous remets tout, tout. Un autre exemple. Quand Blockbuster aurait pu acheter Netflix pour 50 millions de dollars, c'est dans les années 2000. Et à cette époque, vous avez Blockbuster qui est le leader incontesté de la location de films. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Blockbuster. Eh bien, la société possédait plus de 9000 magasins et générait des milliards de dollars de revenus. En fait, il louait des films en VHS ou en DVD, tous chez Blockbuster. Et en parallèle, il y a un petit entrepreneur qui s'appelait Reed Hastings, qui a fondé Netflix et qui a eu une idée révolutionnaire qui était un service d'abonnement de location de DVD par courrier, permettant aux clients de louer des films sans avoir à payer des frais de retard, contrairement à Blockbuster, qui gagne une fortune avec des pénalités. Alors donc, Reed Hastings il va au siège de Blockbuster et il propose un deal historique. Il leur dit, je vous vends Netflix pour 50 millions de dollars. Et en échange, Netflix deviendrait le service en ligne de location de films pour Blockbuster. Qu'est-ce qu'a été la réponse de Blockbuster? Apparemment, ils se sont foutus de sa gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Et le CEO de Blockbuster, John Antioco, refuse l'offre en disant que le business model de Netflix, c'est une niche et que les gens préféreront toujours venir en magasin. L'histoire, vous l'imaginez. Après ce refus, Netflix double la mise sur son modèle et investit dans la technologie de streaming, permettant de regarder aux gens des films directement depuis Internet. À partir de 2007, Netflix abandonne progressivement les DVD et devient une plateforme de vidéo à la demande en VOD. Pendant ce temps, Blockbuster reste figé. Il continue de croire que les gens préféreront toujours louer en magasin alors qu'Internet commence à révolutionner les habitudes de consommation. En 2010, c'est la catastrophe. Blockbuster dépose le bilan et ferme des milliers de magasins. Netflix, lui, devient une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, Netflix vaut plus de 250 milliards de dollars, tandis que Blockbuster a complètement disparu, sauf un seul magasin historique qui a été conservé pour la nostalgie. La leçon de l'histoire. Blockbuster a raté l'opportunité historique pour 3 raisons. L'arrogance, ils étaient leaders et ils pensaient être intouchables. Mauvaise lecture du marché, ils ont sous-estimé la puissance de la technologie et les nouveaux modes de consommation. Et 3, peu d'adaptabilité. Ils n'ont pas voulu changer leur business model, qui était basé sur les magasins physiques et sur les frais de retard. La morale, ne jamais ignorer une innovation sous prétexte qu'elle ne fonctionne pas encore à grande échelle. Les opportunités sont souvent petites avant d'exploser. Je vous le redis, la morale, ne jamais ignorer une innovation sous prétexte qu'elle ne fonctionne pas encore à grande échelle. Les opportunités semblent souvent petites avant d'exploser. Et oui.
Et là, on est à un tournant, justement. Et on va voir justement pourquoi certains voient des opportunités avant les autres. Alors déjà, les entrepreneurs, ils anticipent énormément. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle le first mover advantage, c'est-à-dire qu'ils ont l'avantage du premier arrivé. Donc, comment y arriver? C'est important déjà de s'informer, c'est-à-dire de capter les tendances qui sont souvent ceux qui consomment de l'information différemment. Veille stratégique, réseautage, tous ces moyens vous permettent de consommer de l'information et vous allez à un moment donné en tirer une tendance, notamment quand on voyage. Quand on voyage, il y a des tendances qu'on repère que vous n'allez pas repérer dans votre pays. Et vous pouvez du coup, mais ça marche dans les deux sens. Généralement on dit c'est les États-Unis qui viennent vers la France, mais ça peut être de la France aussi vers les États-Unis. Bon, c'est moins souvent, moins fréquent, mais avec l'Asie, j'ai déjà remarqué ça. Je vais vous donner un deuxième exemple, comme ça que vous compreniez bien. Vous savez qu'en France, il y a Deliveroo et il y a Uber. Je peux vous promettre que c'est vrai. Le service de livraison de repas à domicile existait ici, en Thaïlande, bien avant qu'il arrive en France. Et quand je l'utilisais ici, je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas la même chose en France? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Par crainte, en fait, du tout le système social. Parce que je me suis dit, ça veut dire que je vais prendre des gars qui vont être en mobilette, qui vont être en auto-entreprise, mais en fait, je vais prendre un énorme risque sur un plan social. D'ailleurs, Uber, Deliveroo ont eu plein de problèmes par rapport à ça. Au départ. Même si maintenant, et en fait, ils ont tellement été gros qu'ils ont réussi, sous la pression, à faire accepter le modèle économique. Mais je peux vous assurer que ce modèle-là existait bien avant dans d'autres pays, avant qu'il arrive en France. Donc si vous êtes capable de voyager, capable d'observer, de comprendre et d'avoir voilà, vous avez compris, vous pouvez rafler gros. Après, il faut savoir s'entourer. Évidemment, d'investisseurs, d'avocats, de juristes, etc. etc. Faut faire ça grand. Faut voir vraiment grand, là, pour le coup. Vous ne pouvez pas juste voir ça comme ça. Sinon, parce que vous savez comment ça se passe en France. On va vous tomber dessus direct. Ah, mais ce que tu fais, c'est illégal, etc. Non, c'est pas illégal. C'est juste qu'on est à l'aube d'un nouveau modèle économique et qu'il y a moyen de faire en sorte que ça devienne légal. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire Spotify. Spotify, ils ont démarré dans l'illégalité totale. Et aujourd'hui, vous savez comment ils sont. Alors, les marchés émergents, en fait, les riches, généralement, ils investissent dans des niches bien avant qu'elles explosent. Exemple, la crypto, l'intelligence artificielle, le nomadisme digital. La loi de Pareto, 80-20. 80% des gens réagissent trop tard. 20% prennent des risques et en récoltent les fruits. Qui aurait pu croire que les premiers investisseurs en Bitcoin qui ont cru à la technologie seraient aujourd'hui des millionnaires, alors que tout le monde se moquait d'eux à l'époque? Alors, quelles sont les croyances finalement qui vous limitent et qui vous bloquent, d'après vous? En fait, parce que généralement, vous avez le syndrome du « je vais attendre ». Je vais attendre. Et combien de fois, alors ça je le vois même moi dans mes formations, combien de personnes me disent je vais attendre, c'est pas le bon moment, la conjoncture elle est pas bonne, il y a une nouvelle loi anti-Airbnb, la fiscalité elle est pas bonne. Ça c'est tous les jours que je le vois, que je l'entends. Et là on parle de juste passer à l'action pour prendre une formation. Alors, je vous laisse imaginer quand c'est pour lancer un business ou acheter de l'immobilier, je vais attendre, la fiscalité est pas bonne, je peux pas acheter de l'immobilier. Ça c'est en fait une croyance limitante. En fait, c'est des gens qui attendent que ça se stabilise. Mais le problème, c'est quand ça va se stabiliser, en fait, l'opportunité, elle est saturée. Il y a trop de monde. C'est trop tard. Ensuite, il y a la peur de se tromper. C'est-à-dire comment l'éducation nous conditionne à chercher la sécurité au lieu de l'innovation. À l'école, on nous a conditionnés à être dans la sécurité. D'ailleurs, la France, alors là, c'est la championne toute catégorie de la sécurité, puisqu'aujourd'hui, en France, en gros, pour faire simple, ne prends pas trop de risques, reste salarié, parce que dans le pire des cas, même si tu es licencié, tu vas toucher des aides. Je résume, mais pour faire simple, c'est ça. Entreprendre, c'est pas du tout ça, puisqu'il n'y a pas d'aide. C'est bien clair, il n'y a pas d'aide. Alors, sauf si vous êtes éventuellement en statut assimilé salarié, mais sinon, vous n'avez pas d'aide. Donc, ça veut dire que vous vous foirez, vous vous plantez, c'est tout pour ta gueule.
D'accord? Donc ça, c'est bien réel. Hein. Donc on voit bien le schéma comment il a été fait. Ensuite, il y a le biais du conformisme. En gros, si personne autour de toi ne saisit l'opportunité, tu es moins enclin à le faire. Bah oui, parce qu'en fait, tes petits copains, ils ne le font pas. Et à l'inverse, ils le font tous, tu vas le faire. Bah oui, mais c'est trop tard. Parce que tout le monde le fait, justement. Les investisseurs, les entrepreneurs, c'est des gens qui vont aller sur des terrains inconnus, que personne n'a encore fait. La preuve, hein, quand j'ai fait de la sous-location en France, je suis dans les premiers à faire de la sous-location. Hein. Quand j'ai parlé de conciergerie sur ma chaîne YouTube, j'ai été dans les premiers à en parler. Hein. Personne ne vous parlait de ça. Hein. Regardez bien, remontez. Hein. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, en fait, l'opportunité, elle ne se trouve pas dans ce que tout le monde fait, en fait. L'opportunité se trouve dans quelque chose de nouveau, d'innovant. Il y a aussi le confort mental. Hein, parce qu'en fait, le cerveau, ça c'est typiquement humain, hein, il préfère la routine et éviter ce qui demande un effort cognitif, c'est-à-dire se former, tester, prendre des risques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. En fait, on est dans la routine. Alors en plus de ça, moi je le vois bien, je ne le suis pas trop, hein, mais je vois quand même que plus je vieillis, plus je veux quand même asseoir mes arrières, et donc je veux limiter le facteur risque. Mais enfin, quand vous avez 20 ans, les gars, ou les nanas, allez-y. Hein. Facteur risque, il n'y en a pas. Hein. Allez-y, hein, montez-le au maximum, hein, mettez-vous à fond. Hein. Formez-vous, testez, prenez des risques à mort. Hein. Allez-y, hein, c'est le moment ou jamais. Hein. J'ai encore un autre exemple, l'histoire de Kodak. Bon, pour les jeunes, peut-être que ça ne vous parle pas, mais Kodak, c'est ceux qui faisaient les pellicules d'appareils photo. Et en fait, saviez-vous que c'est eux qui avaient inventé l'appareil photo numérique? Mais en fait, ils ont refusé de l'exploiter parce qu'ils ont eu peur de tuer leur propre business. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Alors, on arrive à une partie qui est comment développer une vision et passer à l'action au plus vite. Eh bien, déjà, ça va être d'apprendre à détecter des signaux faibles. Parce que tout le monde est capable de détecter les signaux forts. Mais faibles, beaucoup moins. Donc pour ça, il faut suivre des sources d'informations. Donc pour moi, c'est forums spécialisés, newsletters pointus, pas des vendeurs de trucs, vous voyez ce que je veux dire, mais des vrais newsletters techniques, podcasts. Moi, je regarde beaucoup aussi la fiscalité, le juridique, mais il faut absolument que vous arriviez à détecter en discutant, en écoutant, en lisant des informations, même aussi l'actualité business, etc. À l'étranger, ça marche bien. Partez à l'étranger. Et regardez ce qui se passe, écoutez. Écoutez ce qui se passe. Écoutez des youtubeurs. Il y a YouTube aujourd'hui, vous regardez des YouTube. Le problème des Français, c'est qu'ils regardent que des YouTube en français. Non. Regardez YouTube aux États-Unis. Ce qu'ils font, ou en Asie, qu'est-ce qu'ils font? Entourez-vous des bonnes personnes. Pourquoi votre entourage influence le regard sur les opportunités? Bah oui, parce que, en fait, si vous n'avez pas le bon entourage, ils ne vont pas vous influencer. Et en fait, ils vont vous influencer sur des choses pas risquées, des choses, on va dire, qui existent déjà, que c'est déjà trop tard. Vous devez vous entourer de gens qui sont entrepreneurs comme vous, qui sont dans cette logique de prendre des risques aussi. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est créer une méthode de prise de décision rapide. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est analyser rapidement une opportunité que vous avez pu identifier en mettant en place la règle qui est worst case scenario, c'est-à-dire le pire qui puisse vous arriver. C'est-à-dire qu'en gros, l'opportunité que vous voyez, vous la testez. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va concrètement arriver pour vous? Ou qu'est-ce qui va avoir comme impact financier, en temps, etc., etc. Exemple, Amazon, ils sont très forts là-dedans, puisqu'en fait, ils ont mis en place des méthodes de test rapides de nouveaux produits avant de les produire en masse. Donc, ils les testent et dès qu'ils voient que ça mord, ils produisent en masse. Il faut que vous arriviez à mettre ça en place. Donc, en fait, c'est beaucoup lié à vous, en fait, à votre cerveau et vous restez dans votre conformisme. Vous avez peur de prendre des risques et puis vous voulez attendre que ça marche pour quelqu'un pour vous dire si ça marchait pour lui, ça marchait pour. Mais il est trop tard, en fait. L'opportunité est déjà passée. Vous comprenez qu'une opportunité, c'est une opportunité unique.
À partir du moment où l'opportunité elle est développée, c'est plus une opportunité en fait. C'est devenu quelque chose de banal. Vous comprenez ça? Donc ça passe par, si moi je reprends un petit peu mon expérience, ça passe par de l'observation, des salons à l'étranger, technologiques, l'écoute, des podcasts, des vidéos, mais de gens influents, pas des gens qui vous racontent des trucs basiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être à vous de sélectionner les personnes avec qui que vous voulez écouter. Parce que c'est des gens qui, à un moment donné, vont vous donner des idées, forcément. Et après, rien ne vous empêche aussi de copier des idées que vous avez vues à l'étranger, les importer et de la faire. La même chose. C'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, votre challenge, et on touche à la fin de ce podcast, de cette vidéo, c'est identifier une opportunité aujourd'hui et faites une action concrète dessus. Une petite action, n'oubliez pas ça, hein, une petite action vaut mieux que 100 grandes idées jamais réalisées. Le passage à l'action, tout simplement. Passez à l'action. N'attendez pas. Il sera toujours trop tard. Et du coup, vous direz tout le temps, mais pourquoi je n'ai pas vu l'opportunité? Parce que tu as trop attendu. Tu n'as pas suffisamment testé. Donc, prends quelque chose que tu as envie de faire aujourd'hui et mets en place dès maintenant une petite action pour tester. D'accord? Et pour vérifier si ça pourrait peut-être fonctionner pour toi. Et si ça fonctionne, bien évidemment que tu vas t'engouffrer dans la brèche et tu vas le faire à fond. Et c'est ce que font les entrepreneurs. C'est ce que font ceux qui sont aujourd'hui à l'origine des opportunités. Voilà. Cet épisode, du coup, touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à laisser un pouce si c'est une vidéo et puis à laisser un maximum d'étoiles sur cet épisode. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce podcast, sur ce Portez-vous bien, belle fin de semaine, bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.